Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment faire pour que la voie professionnelle ne soit plus considérée comme une voie de garage? Emmanuel Macron semble prendre le sujet à bras-le-corps, n'en déplaise à certains syndicats qui, malgré tout, ont manifesté leur mécontentement ce mardi. On en parle dès le début de cette émission avec nos invités. Partout dans le monde, les stéréotypes de genre et le manque d'information et d'éducation sur les sujets de santé sexuelle et reproductive font persister les tabous. L'ONG Plan International France agit pour sensibiliser les filles et les garçons à ce sujet essentiel. On en parle en deuxième partie de l'émission. Enfin, comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants. Et cette semaine, on leur a demandé quelle était leur manière de suivre les actualités. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Brandon Warret. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par le déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui en Haute-Savoie après l'attaque d'Annecy hier. Il s'est rendu auprès des victimes et des familles. 24 heures après l'attaque, le président de la République, accompagné de la première dame Brigitte Macron, a fait le déplacement en Haute-Savoie. Il s'est d'abord rendu au chevet des victimes de la tuerie, hospitalisé au CHU de Grenoble. Il a remercié le personnel médical mobilisé pour soigner les blessés. Ce matin, la première ministre Elisabeth Borne a donné des précisions quant à l'état de santé des victimes. Je suis en permanence l'état de santé de ces petits-enfants. Vous savez qu'ils ont tous pu être opérés. Ils sont sous surveillance permanente, évidemment, médicale. Aujourd'hui, leur état est stable. On est dans le temps de l'émotion, on est encore dans le temps des soins pour ces petits-enfants qui ont été très gravement blessés hier. Et je pense que j'invite chacun à faire preuve de dignité dans ces circonstances. Et cet après-midi, Emmanuel Macron à Annecy a annoncé que les nouvelles concernant l'état de santé des enfants étaient positives. Le chef de l'État a rencontré les personnes qui ont contribué à apporter une aide et un soutien aux victimes et à leurs familles, comme Henri, le héros au sac à dos qui a fait reculer l'assaillant. Au terme d'un examen psychiatrique, l'état de santé du suspect a été jugé compatible avec la garde à vue. Elle a été prolongée à la mi-journée. Toujours sur le sujet de la violence, à Valence, 2 écoles ont été protégées par des CRS. Tout a commencé en début de semaine devant 2 écoles dans le quartier du Plan. Les participants d'une rixe auraient menacé de mort des parents d'élèves et leurs enfants. Face à l'extrême gravité de la situation, le personnel des établissements a immédiatement exercé son droit de retrait. Résultat, 2 écoles étaient fermées mardi et mercredi. L'incident a été pris très au sérieux par la préfète de la Drôme, Élodie de Giovanni, qui a immédiatement réagi. Des compagnies républicaines de sécurité ont été déployées jusqu'à ce vendredi soir aux abords des écoles. 70 policiers engagés sur le dispositif qui pourrait se poursuivre en début de semaine prochaine. L'école de la République est et demeurera un sanctuaire, a souligné la préfète de la Drôme dans un communiqué. Dans cette affaire, un mineur a été placé en garde à vue et les investigations se poursuivent. Le gouvernement a dévoilé un plan canicule autour de 15 actions phares pour mieux anticiper les vagues de chaleur. Elles seront effectives dès cet été et ça concerne aussi les écoles. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, veut aller vers des pièces rafraîchies dans les écoles et les crèches avec des stores en laissant les fenêtres ouvertes toute la journée. Et si ce n'est pas possible, il faudra trouver des pièces à proximité immédiate, a poursuivi le ministre. Une annonce qui ne convainc pas du tout la communauté éducative. Ghislaine David, la porte-parole du SNIP FSU, l'un des syndicats du premier degré, a réagi sur Twitter. Trouver un espace à proximité d'une école pour accueillir 150 élèves, on peut prendre un rendez-vous dans 1 an et reprendre ses propos à l'identique. C'est ce qui s'appelle brasser de l'air et ça ne va pas nous rafraîchir. Le ministre de la Transition écologique n'exclut pas l'installation de la climatisation dans les écoles malgré son impact environnemental. Il veut aussi limiter au maximum les reports d'examen en cas de forte chaleur. Tout autre sujet maintenant. Pour développer leurs compétences, les enseignants se forment majoritairement eux-mêmes. C'est ce que révèle une enquête publiée cette semaine. Une formation personnelle en continu à 80% en dehors des formations proposées ou imposées par l'éducation nationale, jugées inadaptées à leurs besoins selon le baromètre de l'Observatoire Écoluma, une association qui accompagne les enseignants et les chefs d'établissement. Parmi ceux qui choisissent d'être autodidactes, 60% ont recours aux réseaux sociaux ou à
des sites spécialisés pour se former. Et cette auto-formation a lieu sur le temps libre. À 67% le font durant leurs vacances, 55% pendant leur week-end et 45% sur leur soirée personnelle. Les résultats de ce baromètre montrent que la formation continue des enseignants est un facteur déterminant de la capacité d'un système scolaire à amener tous ses élèves vers la réussite, a conclu dans son baromètre la directrice de l'association Écoluma. On referme ce journal par une activité ludique qui cartonne auprès des jeunes à l'école et ça peut vous étonner, c'est le bridge. Ah oui, terminer l'image un peu vieillotte. Après avoir conquis les seniors, c'est au tour des bancs de l'école de craquer pour ce classique des jeux de société. Depuis 2012, l'Éducation nationale autorise les enseignants à faire découvrir ce jeu aux élèves qui ne cessent de prendre de l'ampleur dans l'Hexagone. Et ce sont surtout dans les cours de mathématiques que le bridge est au rendez-vous. De nombreux points convergent avec la matière enseignée, calcul mental, raisonnement, probabilité, logique, mémoire. Les établissements sont de plus en plus nombreux à proposer ce sport de l'esprit à leurs élèves. Il y a même un championnat de France scolaire du bridge et pour cette édition qui se déroule en ce moment même jusqu'à mi-juin à Strasbourg, les as des as sont tous réunis. Preuve encore que la passion des cartes n'atteint pas le nombre d'années, Virginie. Merci Brandon. Elle est l'une des priorités du gouvernement, la réforme de la voie professionnelle. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur le plateau Christelle Mélégénin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente et fondatrice de Job IRL. On en avait déjà parlé de Job IRL. Formidable. Et Dylan Ayassi, bien sûr, qu'on ne présente plus. Un fidèle de School TV. Merci d'être avec nous, Dylan. Vous êtes porte-parole du collectif Une Voix pour tous. On parle évidemment de la voie professionnelle. Alors, ça nous est cher, nous, sur School TV, mais apparemment, ça l'est aussi pour le gouvernement. Et tant mieux. Mais les avis sont divergents. Nombreux étaient les lycéens pro de la lycée professionnel à faire grève ce mardi pour dire non à la réforme de la voie pro. Elle ne passe toujours pas, cette réforme, Dylan. Qu'est-ce qui se passe? Manque d'écoute? Je pense qu'il y a un manque d'écoute. En tout cas, il y a une écoute qui a été lancée, mais quoi qu'il en soit, les discussions n'ont pas assez inclus de personnes. Il y a du bon et du moins bon dans cette réforme, il faut le reconnaître. Mais visiblement, tout le monde n'est pas satisfait. Je pense que c'est un sujet éducatif, donc c'est dur de pouvoir se convenir au plus grand nombre. Mais cette réforme, elle a encore à travailler, elle a encore à durer. Nous, le travail qu'on essaie de porter, c'est d'essayer de vraiment ancrer cette question et cet enjeu de la voie professionnelle dans le paysage politique de façon plus large qu'une simple réforme, que ce soit dans toutes les institutions, dans toutes les réflexions politiques, économiques et éducatives. Mais on parle quand même de mépris. Alors, je sais que ce sont les journalistes, on peut remettre en cause les journalistes. Est-ce que c'est un réel mépris? Les phrases, les mots ont été dits, qui est ressenti de la part des syndicats vis-à-vis du gouvernement? Ou est-ce que, vous êtes plutôt dans la concertation? Moi, je pense qu'il y a, avant d'avoir un mépris, je pense qu'il y a une déconnexion qui est déjà très forte. Ce qui est une forme de mépris. Ce qui est une forme de mépris, mais sans la dimension rabaissante. Je pense qu'il y a juste un manque de vision de ce qu'est réellement le lycée professionnel, et pas que chez ces gouvernants-là. Je pense qu'en fait, c'est assez diffus. Il y a un vrai problème de connexion aux difficultés du lycée professionnel. On est arrivé avec un sujet qui initialement était vu comme un sujet économique, comme un sujet emploi, chômage, etc. En fait, ils se sont rendus compte progressivement que c'était avant tout un enjeu social. Donc je pense que c'est une démarche qui doit être portée, qui doit être renforcée, et qu'il y a un vrai enjeu sur la réelle perspective de ce qu'est le lycée professionnel. Christelle Mélégénin, votre sentiment par rapport à la situation générale? Moi, pour compléter ce que dit Dylan, je dirais aussi que ça remet en cause toute l'éducation. Parce qu'en fait, un des grands problèmes du lycée pro, c'est aussi qu'on se rend compte qu'on a des élèves en début de seconde, tous les tests le montrent, qui ont un niveau assez faible en français, très faible en maths, donc ça remet en cause tout le collège, ça remet en cause toute l'orientation. Parce que pourquoi les élèves sont malheureux en lycée pro quand ils arrivent en seconde, c'est que souvent ils n'ont pas choisi leur filière. Parce qu'il y a énormément de bac pro, je crois qu'il y en a 90, et on n'en a pas partout. Donc tout élève n'a pas toujours le bac pro qui lui plaît à côté de chez lui. Et on est souvent aussi avec des publics en banlieue, dans les zones rurales, et du coup qui choisissent. Quand vous habitez Clichy-sous-Bois, vous avez un vrai problème de mobilité, quoi. Ça, c'est la situation générale, effectivement, du lycée pro et de la réforme qui est opérée. Mais la première question, la question initiale, c'est le lien avec le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui est en train de se faire, cette réforme donc de la voie pro, prend une bonne voie?
Alors, sans faire de mauvais jeu de mots. Non, mais il y a de bonnes idées parce que, en effet, il y a des filières qui marchent super bien. Alors nous, on travaille beaucoup sur le lien école-entreprise, donc il y a des filières pro. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas mélanger toutes les filières pro. Le problème, c'est qu'on parle des filières pro, et en fait, il y a des filières pro qui marchent très bien. Là où il y a de l'emploi, il y a de l'alternance possible, les filières dans l'industrie, les services à la personne, enfin la restauration, l'hôtellerie, tout ça, ça marche très bien. Parce que les jeunes ont des possibilités d'emploi, trouvent de l'alternance. Mais ils ne veulent pas y aller, il manque de serveurs partout. Alors oui, ils ne veulent pas y aller. Enfin, il y en a quand même qui veulent y aller. Il ne faut quand même pas non plus. Non, mais justement, il ne faut pas aussi avoir cette image, personne ne veut y aller. Enfin, voilà. Et donc, il y en a qui veulent y aller, qui sont contents, ça marche. Après, il y a des filières pro qui, malheureusement, ont un taux d'employabilité super faible. Il y a sur le site du gouvernement, on sait qu'il y a des filières pro où il y a moins de 30% d'insertion après 6 mois, après avoir fini ses études. Donc, en effet, ça remet... Et ça représente au moins un tiers des élèves en voie pro. Donc, c'est ça aussi. Et c'est là où on mélange un peu toutes les filières. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que ceux qui sont contents d'être là, ceux qui sont dans des voies insérantes... ils n'ont pas à être mélangés à ceux qui ne sont pas contents, qui disent on a le sentiment d'être dans des filières poubelles. Nous, on travaille beaucoup avec, par exemple, des secondes. Donc, quand ils arrivent en filière pro, hyper démotivés, et une fois qu'on leur fait rencontrer des professionnels qui voient qu'il y a de l'avenir, qui voient qu'il y a des possibilités, ils commencent à être contents, ils commencent à se dire tout est possible. Et là, sur le sujet du gouvernement, pour répondre à votre question, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que ça manque de perspective. Rapidement au début, alors maintenant ça a un peu évolué, mais ils ont dit en gros on va diminuer toutes les filières Agora, donc gestion et commerce. Déjà mélanger gestion, administration et commerce, pour moi c'est une erreur parce que là aussi en commerce il y a beaucoup plus de débouchés. Donc c'est là où en fait c'est un coût pour les profs, c'est un coût pour les établissements, pour les élèves. Parce que derrière, on n'a pas dit ce qu'elle allait être créée. Donc en fait, on a dit aux profs, vous allez devenir prof des écoles. S'il n'y a pas de job pour vous, c'est un peu violent quand même. On va revenir sur Je pense que ça passe mal. Chacun des points. On parlait de mépris essentiellement au sujet de la carte des formations. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé aussi, Dylan ? Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dépassé sur la carte des formations. Pour nous, il y a un vrai enjeu de se permettre d'avoir de l'ambition aussi pour les élèves de la formation professionnelle. De façon très pour illustrer ça, par exemple, il y a le projet de loi Industrie verte là, qui est en train d'être discuté, qui va être discuté au Sénat, et dans lequel on voit une distinction très claire entre l'ambition d'ouverture de formation dans l'enseignement supérieur pour former les futurs ingénieurs, etc., et de formation dans la voie pro pour former des soudeurs, etc. Et nous, ce qu'on a défendu, notamment auprès de Roland Lescure, lorsqu'on l'a rencontré, c'est de se dire qu'on ne peut pas avoir une revalorisation de la voie professionnelle sans avoir la même ambition et sans se dire que les élèves de la voie pro sont tout aussi capables d'aller dans le supérieur, etc. Et donc, à la fois, il y a un problème d'ambition sur la carte de formation, il va aussi y avoir un problème parce que, justement, il y a toujours cette idée, un peu cette musique de fond, qu'il faut absolument s'adapter aux bassins d'emploi locaux et donc peut-être aussi fermer des portes de mobilité comme vous le disiez, ce qui pose une réelle problématique, notamment dans les territoires ruraux. Donc je pense que pour nous... Comment on pourrait justement résoudre cette problématique Alors pour nous, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une prise en charge totale des parcours de mobilité scolaire, parce que c'est encore des enfants, parce qu'ils sont encore en parcours scolaire et que l'école est censée pouvoir leur proposer tous les possibles, ce qui, on le sait aujourd'hui, est très compliqué. Donc une prise en charge totale des parcours de mobilité. Et c'est pas normal que quelqu'un qui habite dans l'Ardèche ne puisse pas faire un bac marin-pêcheur s'il le souhaite et qu'il se retrouve encore une fois dans des voies qu'il n'a pas choisies. Il y a l'histoire des stages aussi, évidemment, c'est un des principaux points de crispation. C'est la question de la rémunération justement des élèves en stage, ce qui pourrait être associé à ce que vous dites, Dylan et ici, à savoir effectivement, est-ce qu'il faut rémunérer les élèves parce que finalement ils font une formation et donc c'est une professionnalisation et donc ça leur permettrait de pouvoir justement être plus mobiles. Alors, aussi. Elle est intéressante cette question parce que je pense qu'il y a plusieurs idées qui s'opposent. Nous, ce qu'on observe, c'est d'une part la crainte que cette gratification conditionne l'élève à une situation d'emploi. Ouais. Nous, maintenant, ce qu'on dit, quand on prend un peu de recul sur ces débats qui restent
très théorique et conceptuel, c'est que des petits qui sont au lycée professionnel qui n'ont pas d'argent, moi j'ai pas envie d'aller leur prendre 50 € dans les mains en leur disant mais on est en train de transformer en travailleur, etc. Ce qui a transformé, c'est le fond, c'est peut-être la hauteur de la gratification aussi, et ce qu'elle contient, ce qu'elle comprend. Est-ce que la gratification, elle doit seulement s'articuler sur le stage, ou est-ce qu'elle peut être plus large? Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer que dans cette gratification, on puisse aussi y inclure une somme supplémentaire pour prendre en charge le matériel professionnel qui aujourd'hui est à la charge des élèves? Votre avis sur la question? Bah oui, je pense qu'on ferait peut-être mieux de parler de bourse. Enfin, en fait, le sujet, il est social. C'est toujours pareil. C'est que un enfant de parents non défavorisés qui est en bac pro, à la limite, pourquoi lui le défrayer? En revanche, un jeune qui a un niveau boursier élevé, pourquoi pas lui davantage le rémunérer? Donc, je pense qu'on ferait mieux de revoir le système des bourses. Et justement, pas faire de lien stage, rémunération, mais d'être plutôt dans un élargissement des bourses, dans des moyens donnés, plutôt que de parler obligatoirement de rémunération, de stage. Ils sont tout jeunes, ils ont tout à apprendre. On sait très bien qu'il y a des collectifs, par exemple d'étudiants en médecine, qu'on dit super, ils vont être mieux payés que nous après X années de médecine. Donc on voit bien que, et on le comprend, hein, chacun sa position. Donc, reconnaître qu'il y a un sujet social, c'est important, et donc peut-être de l'adresser autrement, notamment. Mais on voit bien que le gouvernement, aujourd'hui, cherche à rapprocher le lycée pro de l'alternance. On sent bien que c'est la volonté, mais j'ai envie de dire, soit on y va vraiment, soit on y va autrement. Mais là, on est dans un format hybride qui est peut-être un peu compliqué. Si effectivement les élèves de la voie pro font plus de stages, donc se professionnalisent davantage, est-ce qu'il y a des filières qui risquent de disparaître? Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une opposition entre les taux d'insertion et l'existence de filières, donc, ou leur disparition. Ce qui est réel, c'est qu'il y a toutes les filières du tertiaire, commerce, vente, gestion, administration, ASSP, qui ont des taux d'emploi qui sont très très faibles, qui sont aussi les filières dans lesquelles il y a le plus de problématiques, mais elles restent quand même des filières assez généralistes dans lesquelles les élèves peuvent avoir des perspectives d'ouverture sur la suite de leurs études, et c'est aussi les filières dans lesquelles les élèves souhaitent le plus poursuivre leurs études, justement parce que en fait on ne sait pas trop ce qu'on fait, donc c'est pas très clair, et du coup ça laisse la possibilité de se réorienter. Donc elle pose évidemment problème parce que les filières correspondent pas à la fois aux ambitions des élèves et en même temps aux réalités de l'emploi, mais elles restent aussi des filières qui laissent des perspectives. Mais ce que oui, c'est intéressant, c'est sur effectivement l'ambition des élèves. Est-ce que réellement, quand on est dans la voie pro, alors certains savent très bien ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils veulent faire est très clair, très défini, mais il y a aussi effectivement tout le reste où ils se disent bon, on va vers une voie qui est assez générale, je peux me reconvertir éventuellement. C'est ce sujet-là précisément qu'il faudrait peut-être travailler davantage, non? Ouais, c'est pour ça qu'il faut travailler le sujet de l'orientation au collège, quoi. Pour éviter que des jeunes se retrouvent dans des filières où ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas quel est vraiment le contenu, ils ne savent pas où ça les mène. Et donc, si on travaillait davantage le collège, alors c'est prévu, mais pour l'instant, il n'y a pas les moyens en face. Donc, on rajoute officiellement des heures d'orientation dans le collège. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun financement d'activité pour. Et donc, on voit très bien qu'il y a des collèges où c'est un peu fait, moyennement fait, pas du tout fait. Et donc, l'orientation au collège, c'est crucial, surtout quand on a des publics qui partent pour... on sait très bien, il y a des collèges où 50% des élèves vont en bac pro. Donc, eux, il est capital de les aider à s'orienter pour qu'ils trouvent une filière qui leur plaît, quoi. Et avec toujours ce problème de mobilité. Et là, sur le sujet de la mobilité, il faut peut-être imaginer des internats. Ça se faisait très bien à une époque. Pourquoi pas avoir des internats pour permettre à un élève de faire la filière qu'il a vraiment envie de faire. Et, enfin, moi, je sais, nous, on a des programmes pour certains bacs pro. Il faut reconnaître, quand vous êtes en bac pro pressing, c'est pas évident d'être hyper motivé, quoi. Donc, mais ils l'ont choisi ou pas? Non. Enfin, généralement, parce qu'après, c'est toujours pareil. Puis il y en a beaucoup qui veulent faire commerce. Donc, entre guillemets, les meilleurs ont commerce. Et puis tous les autres, on leur dit, toi, tu peux pas avoir commerce, donc tu fais autre chose, et puis tu te retrouves dans des filières qui te plaisent pas, quoi. Un peu comme Parcoursup en ce moment, avec la voie générale aussi, ça arrive. Alors après, on peut pas contenter tout le monde non plus, mais au moins essayer au mieux, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut quand même se dire que le rôle de l'éducation nationale, qui est quand même, je pense, le seul espace dans lequel on est tous censés pouvoir être au même pied d'égalité, doit quand même être celui de
contenter le maximum d'ambition ou de non-ambition, mais juste ne pas détruire des parcours comme aujourd'hui, c'est un peu le cas. Alors justement, les ambitions, évidemment, on les veut fortes et grandes pour tous nos enfants, si je puis dire, pour tous nos élèves. Un élève à qui on va dire qu'un stage est rémunéré, ce qui ne fera pas davantage le choix du stage rémunéré et donc d'une entrée plus jeune dans la vie active qu'un choix d'études supérieures qui, pour autant, pourrait être formidable pour lui. Liliana, ici. Moi, je pense que je pense pas que ça parce que avec les précédentes réformes, on a vu le développement de l'alternance notamment dans le voie professionnelle, et donc lorsque l'école peut devenir un vrai levier économique, les élèves choisissent ces parcours-là parce que justement il y a une idée de rémunération très directe. Là, on le voit très bien au moment de l'orientation. Il y a des élèves qui font totalement le choix d'aller dans la voie professionnelle en alternance ou en apprentissage parce que c'est une perspective économique pour eux. Donc je pense que c'est un risque qui se pose moins au vu de la gratification, surtout qu'on a aussi énormément d'élèves qui travaillent à côté, donc qui ont aussi une idée de ce qu'est le travail et de ce qu'est une rémunération correcte, et qui se rendent très bien compte que c'est pas ce qui est proposé au lycée professionnel. Et je me permets, les rémunérations sont aussi imaginées pour faire face au décrochage, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en contrat engagement jeune, vous avez une rémunération, je ne sais plus, de 450, 500 euros par mois. Et du coup, c'est facile de décrocher. Vous êtes dans une filière qui ne vous plaît pas. Votre famille manque de moyens. Mais c'est cette première phrase qui ne va pas. Une filière qui ne vous plaît pas, dès le départ oui, déjà. Et ça, c'est le premier problème. Ça, c'est ce pourquoi moi je milite depuis des années, l'orientation des jeunes, leur faire rencontrer des professionnels qui sachent où ils vont. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, l'idée de la gratification des stages, c'est aussi l'idée de se dire, on sait qu'il y a un énorme décrochage pendant le bac pro, parce qu'on a une énorme concurrence, je dirais, du contrat engagement jeune, où là, ils sont rémunérés. Et c'est sûr que c'est tentant. Quand vous n'êtes pas motivé à 17 ans, autant aller gagner de l'argent chez Pôle emploi que de rester dans votre lycée, quoi. Quand Emmanuel Macron, enfin le gouvernement de manière générale, aussi Pap Ndiaye, assure qu'en professionnalisant davantage, le taux d'insertion dans la vie active sera plus fort, c'est vrai ou c'est une fausse idée ? Pour moi, c'est toujours cette même musique que j'évoquais tout à l'heure de finalement c'est quoi l'ambition derrière le travail qu'on met ? Est-ce que on doit se focaliser sur le 100% d'insertion, sur le 100% de personnes en situation d'emploi, ou est-ce qu'on doit se focaliser sur finalement quel épanouissement les gens trouvent dans le travail ? Je pense que c'est ça la question qui est centrale. Évidemment, on peut trouver des tas d'emplois, on voit toutes les formes d'auto-entrepreneuriat qui se sont développées, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est ça qui, pour moi, c'est ça qui est important qu'il est important de travailler. Et le lycée professionnel, finalement, c'est un peu la traduction de ce début de perte de contrôle sur sa propre vie. Et cette question d'image est très importante aussi, l'image de la voie pro. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement et le ministre Pap Ndiaye font quelque chose pour modifier cette image, justement, Christelle Ménégénin ? Alors, on peut se dire qu'en faisant tout pour améliorer la voie pro, pour que les jeunes s'insèrent mieux, parce qu'après, justement, aussi, c'est cette image, je suis dans une filière qui mène tout droit au chômage, parce que les jeunes ne sont quand même pas non plus... je dirais, ils ne sont pas idiots, ils savent bien qu'ils sont dans des filières plus ou moins insérantes. Donc, pourquoi aussi ils sont démotivés ? Parce qu'ils disent, moi je sais, je les vois dans les lycées, ils disent, ouais, mais de toute façon, nous, on va nulle part. C'est pour ça que nous, par exemple, on fait tout pour leur amener des professionnels qui réussissent dans leur filière, pour leur dire, mais si c'est possible, tu peux y arriver et autres. Donc, ce côté-là est hyper positif. Après... c'est aussi dans la voie professionnelle qu'on voit les pépites de l'artisanat, c'est aussi là où on voit les... Ouais, surtout en apprentissage. Enfin, c'est là où il y a quand même deux grandes filières en France. Il y a la filière de l'apprentissage, où là, vous avez de véritables pépites, et puis vous avez la voie pro, où, vous voyez, tout ce qui est fait autour des WorldSkills, du meilleur ouvrier de France, enfin tout ça, c'est principalement auprès des jeunes en apprentissage qui sont dans des CFA, qui justement passent plus de la moitié de leur temps en entreprise, avec un tuteur qui leur transmet quelque chose. Et donc, c'est un temps extrêmement différent du lycée pro, où aujourd'hui, il n'y avait plus beaucoup de temps, en effet, en lien avec les professionnels. On n'est pas du tout sur la même posture. Un jeune en apprentissage, il est salarié. C'est pour ça aussi que c'est compliqué, parce que il y a des jeunes assez mûrs, très motivés, qui sont prêts à aller dès la fin du collège en apprentissage. Et puis, il y a ceux qui se sentent trop jeunes, qui ne se sentent pas prêts tous les matins à se lever, à avoir un patron, à
subir ou je ne sais pas comment dire les volontés d'un patron, c'est pas évident quand vous avez 16-17 ans. Donc c'est ça aussi qui fait la différence entre les filières. On pourrait joindre les deux filières, justement l'apprentissage et la voie pro, pour pouvoir créer une synergie. Moi, je pense que c'est un danger. Je pense qu'il faut laisser la possibilité pour tous les élèves qui le souhaitent d'aller en apprentissage. Et ça, évidemment, c'est totalement nécessaire. On voit d'abord que l'apprentissage opère une sélection. Aujourd'hui, ce qui fait que les élèves qui demandent l'apprentissage mais qui ne l'ont pas sont en fait les moins bons parmi les moins bons, et ils se retrouvent dans la voie professionnelle initiale. Et aussi, là où l'apprentissage fonctionne très bien, c'est aussi dans des secteurs et dans des métiers qui le permettent, dans les métiers très manuels. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que la voie professionnelle, la majorité des élèves sont dans des filières du tertiaire. Donc, c'est pas des filières dans lesquelles il peut y avoir cet apprentissage justement très concret. Et c'est en ça aussi que je pense qu'il ne doit pas y avoir la même approche entre ce qui est proposé dans des CFA et dans le lycée professionnel. Pour la majorité des Français interrogés, ils disent tous qu'ils ont une bonne image évidemment de la voie professionnelle, mais sur le terrain, on sait que c'est pas toujours la même chose quand notre propre enfant tout d'un coup doit faire des choix. Le fait qu'il n'y ait pas de cours de philosophie, par exemple, qu'il n'y ait pas forcément toutes les matières enseignées, est-ce que ça pose problème plus aux enfants qu'aux parents ? Je pense que c'est un peu des deux, parce que ce qui est intéressant aussi quand on discute avec ceux qui sont encore élèves, c'est que et les profs d'ailleurs, c'est que tout le monde est conscient de la place du lycée pro dans la société. Et justement, de cette capacité que le lycée pro a à retirer toute forme de fierté, d'estime de soi, etc. Notamment dans les filières qui fonctionnent mal en particulier. Et donc, il y a un vrai enjeu de se poser la question, comment est-ce qu'on transforme l'image du lycée professionnel ? Ça passe par effectivement l'accès à des filières qui sont dites d'élite, ou des filières des filières littéraires, ou en tout cas des cours littéraires. Ça passe aussi par peut-être une meilleure adaptation de l'enseignement supérieur à l'accueil des élèves de lycée professionnel. Peut-être aussi un travail sur quel accès aux grandes écoles pour les élèves de lycée professionnel. Typiquement, moi, j'ai passé le bac en 2019. Je ne pouvais pas candidater sur la plateforme de Sciences Po parce que j'étais élève de lycée professionnel. Aujourd'hui, ça a changé, mais du coup, comment est-ce qu'on va plus loin ? Comment est-ce qu'on élargit tous les dispositifs d'égalité des chances qui, s'ils sont vraiment des dispositifs d'égalité des chances, doivent permettre d'inclure le plus grand nombre ? Vous en avez parlé avec Carole Grandjean, avec aussi Pape Ndiaye, avec les ministres en question ? On en a parlé, on en a notamment parlé avec Sylvie Retailleau il y a 2-3 jours, et je pense que, encore une fois, c'est quelque chose qui est entendu, c'est quelque chose qui est constaté, mais que ça met toute l'administration devant justement un peu ces paradoxes. On a mis plein de choses en place qui fonctionnent pour ceux pour qui ça fonctionne, mais pour ceux pour qui ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait encore pour eux, qu'est-ce qu'on leur permet et qu'est-ce qu'on leur propose. On s'est dit beaucoup de choses par rapport au niveau des élèves. On n'a pas beaucoup parlé de la situation sociale en fait des CSP des élèves en question, et qui joue beaucoup. C'est la dimension sociale évidemment. 57% des élèves sont d'origine, des élèves donc de la voie pro sont des élèves qui viennent de familles défavorisées, là où ils sont entre 20 et 25% en voie générale. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a saisi réellement cet enjeu, qui est un enjeu très important et dont il parle constamment, des problèmes de mixité sociale? Christelle Mégélin. Je pense que le fait de vouloir rémunérer les stages prouve qu'il y a quand même une prise de conscience à ce niveau-là. Enfin, ça a été ouvertement dit. Justement, il souhaite rémunérer les stages. Ça revient à ce que je disais sur le décrochage, sur des jeunes qui ont besoin de gagner de l'argent. Et donc, c'est une des façons... Vous pensez qu'en rémunérant, on va répondre au problème de la mixité sociale ? Non, pas de la mixité sociale. Je parlais vous disiez de la... Ah non, pas de la mixité, du fait qu'on a des jeunes qui, pour beaucoup, viennent de milieux défavorisés. Oui, mais pour répondre à cela. Je pense qu'il y a un constat qui est posé et qu'il fallait poser. Maintenant, il faut aussi apporter des solutions. Effectivement, lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances de plus d'être orienté en bac pro et 169% de chances de plus d'être orienté en CAP. Donc la première question qui se pose, c'est celle de l'orientation. Comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, les élèves n'aient pas le dernier mot sur leur orientation et les familles n'aient pas le dernier mot sur leur orientation ? Peut-être que ça changerait aussi la donne. Comment ça se fait que dans la conception de la carte des établissements d'éducation prioritaire, le lycée, et en particulier le lycée professionnel, il soit exclu, alors qu'on se rend compte avec les IPS que 93,4% des lycées professionnels ont un IPS qui est inférieur à la moyenne nationale. Donc ça, c'est des réflexions qu'il faut poser. On a aussi parlé de l'ouverture de postes de responsables du lien école-entreprise, ce qui est très bien et ce qui est absolument nécessaire. Il faudrait plus aller aussi vers l'ouverture de postes d'assistants sociaux, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est les professeurs qui doivent aussi
prendre ce travail-là. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs à mettre en place après le constat qui est fait. Et quid des établissements qui ferment? Dernière question, mais enfin c'est quand même une vraie question. On se plaint tous de la situation et en plus on apprend qu'en voie générale comme en voie pro, eh bien des lycées ferment. Ce qui est paradoxal parce que on se rend en même temps compte que en termes de nombre d'élèves dans les classes, il y a des vrais soucis, il y a des vraies difficultés, encore plus en lycée professionnel, et que donc c'est un peu contraire à ce qui devrait être fait. Mais c'est un vrai sujet qui est posé sur la table, notamment en région parisienne. Oui. Ouais. Alors après, on sait qu'il y a des vrais sujets démographiques, par exemple dans Paris. Il y a de moins en moins de jeunes dans Paris, parce qu'il y a de moins en moins de familles dans Paris. Donc je sais pas, je connais pas le sujet parfaitement. C'est pas que dans Paris, malheureusement que les lycées ferment, ça passe partout en France. Et c'est vrai qu'on la raison invoquée, la première raison pour toutes les voies, c'est effectivement la baisse démographique. Mais enfin, vu que des classes ferment, que les profs sont manquants et qu'en plus on a une baisse démographique, si en plus on ferme des classes, c'est le serpent qui se mord la queue. Je pense que pour moi, ça serait une opportunité justement de saisir cette baisse démographique pour se dire, expérimentons des classes à plus petits effectifs et regardons ce que ça donne. Et je pense qu'il y aurait que du bon. Oui. Alors des plus petits effectifs, donc il ne faut pas fermer les lycées parce qu'on n'aura plus de place. C'est ça. Voilà, exactement. C'est ça. Bon, on est bien. Tout va bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christelle Mélégénin, présidente et fondatrice de Job IRL. Et Dylan Aïssi, chef de gouvernement, porte-parole du collectif Une Voix pour tous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Diane Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Plan International France. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce qu'est cette ONG, s'il vous plaît? Alors, Plan International, c'est donc une ONG de solidarité internationale qui œuvre pour les droits des enfants et en particulier les droits des filles partout dans le monde. Nos activités, ça va être à peu près dans 80 pays où on met en œuvre des programmes humanitaires et de développement et également des activités de plaidoyer et de collecte de fonds pour améliorer les droits des enfants et des filles partout dans le monde. Voilà, droits des enfants, effectivement, et le quotidien des filles, comme l'a révélé un sondage de l'ONG, justement, Plan International, une fille sur deux a déjà manqué l'école à cause de ces règles. Je parle de la France. C'est vrai que les chiffres sont assez effrayants. Et donc vous avez voulu en fait en parler plus précisément. C'est ça, en fait le 28 mai, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle et donc chaque année, on essaye vraiment de parler spécifiquement de ce sujet-là qui est un sujet qui malheureusement reste encore très tabou, puisque ce sondage qu'on a fait donc l'année dernière, il n'a pas seulement montré des chiffres assez inquiétants sur la précarité menstruelle et le fait que les filles manquent l'école à cause de leurs règles, mais également sur les tabous, justement sur les règles.
puisque on avait par exemple 65% des filles et des jeunes femmes qu'on a interrogées qui estimaient que ce sujet était encore tabou dans la société française. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de plus en plus de ce sujet-là, parce que dans tous les pays, en fait, c'est un sujet qui reste compliqué pour en parler. Concrètement, en fait, en quoi les stéréotypes et justement les préjugés dont vous parlez liés aux menstruations ont un impact direct sur le quotidien et forcément l'apprentissage, la scolarité des filles? Oui, eh bien, si c'est un sujet dont on va éviter d'en parler, qui est vu comme quelque chose de douteux, ça veut dire que les filles, souvent, enfin les personnes qui ont leurs règles, ne vont pas forcément oser très simplement aller acheter des protections périodiques en public, ou d'en demander si elles en ont pas, ou de se soucier publiquement de ce sujet-là. Dans certains pays, les personnes qui ont leurs règles vont carrément être exclues, par exemple, de la société. Ne vont pas pouvoir aller à l'école, participer à la vie publique et vont devoir rester à l'écart pendant toute la durée de leurs règles. Parfois, les filles qui ont leurs règles sont encore vues comme impures ou comme ne pouvant pas faire certaines activités. Ça va les exclure du sport, notamment. Alors, en France, le fait de faire du sport quand on a ses règles, c'est encore pas toujours quelque chose d'évident. Souvent, on va se dire, j'ai mes règles, je peux pas faire du sport, ou voilà. Enfin, ça concerne en fait tous les pays. Après, les problématiques sont différentes aussi en fonction des cultures, en fonction des pays, etc. Parfois, ça a des liens avec la religion. Mais donc, c'est plus ou moins des problématiques différentes. Mais dans tous les pays, ça reste un sujet qui souvent est encore assez tabou. L'objectif, c'est de sensibiliser, c'est de faire comprendre effectivement à la fois aux parents que c'est pas forcément évident pour leurs enfants, pour leurs filles de le vivre, mais c'est aussi sensibiliser tout le personnel éducatif et puis forcément les garçons. Oui. Sensibiliser les garçons, c'est très important parce que souvent, ces blocages ou ces moqueries à l'encontre des filles viennent des garçons. Donc, c'est important qu'eux, ils sachent que c'est quelque chose dont on peut parler totalement naturellement. Des parents, pour qu'ils puissent dire à leurs enfants, expliquer ce que ça va être. J'ai quelques chiffres sur justement le fait d'avoir entendu parler de ces règles avant qu'elles arrivent, ce qui est évidemment extrêmement important pour savoir à quoi s'attendre. Au Malawi, par exemple, il y a 82% des filles qui n'en ont jamais entendu parler avant d'avoir leurs règles, ou 51% des filles en Afghanistan. Donc ça, c'est le rôle des parents, mais c'est aussi le rôle de l'école de préparer tout ça et d'expliquer qu'en fait, c'est un phénomène totalement naturel et dont on devrait pouvoir parler librement. Vous avez le chiffre en France ? Non, vous ne l'avez pas. Mais il n'est pas si éloquent, j'imagine qu'on en parle davantage effectivement en France. En revanche, les filles entre elles à l'école, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'elles arrivent à être solidaires entre elles et justement à s'aider, ou est-ce que c'est vraiment tabou pour tout le monde finalement? Ça commence à aller mieux. Je pense que globalement, partout dans le monde, c'est un sujet dont on commence à parler de plus en plus librement. Et oui, généralement, c'est plus compliqué encore d'en parler avec des adultes ou avec le genre opposé. Et donc, on peut imaginer qu'entre les filles, ça va un petit peu mieux, mais ça reste quand même un sujet dont on va avoir du mal à parler à n'importe qui, en fait. Et comment on sensibilise aujourd'hui? Est-ce que ça passe par les réseaux sociaux avec les influenceurs pour parler aux plus jeunes, notamment pour les garçons, par exemple? Ça peut vraiment passer par plein de choses, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a plein de moyens différents de sensibiliser. Donc oui, les réseaux sociaux, surtout pour les jeunes, c'est un moyen qui peut être très très efficace. Après, la qualité est très très variable, hein. Bien sûr, il y a des comptes qui peuvent véhiculer des fausses informations, qui peuvent continuer, augmenter les stéréotypes de genre. Il y a des comptes sexos sur Instagram, par exemple, il y en a de plus en plus, et qui ont vraiment du contenu de qualité. Donc ça, c'est un très bon moyen. Après, ça reste, tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux. Et en plus jeunes, beaucoup en tout cas. Oui, bien sûr, mais encore une fois, moi je parle du point de vue international. Donc en France, oui, ça va mieux que dans certains autres pays qui n'ont pas autant de connexions Internet, par exemple. Mais donc oui, c'est un moyen efficace. Après, je pense que l'école, quand même, reste le moyen le plus important, en fait, et le plus sûr aussi, où il n'y aura pas de désinformation, ou si les professeurs sont formés, qu'on aura les informations vraiment les plus fiables. Nous, ce qu'on fait à plan international, c'est qu'on met en place des programmes dans plein de pays partout dans le monde où on va avoir des séances de sensibilisation qui sont faites pour les filles et les garçons, où on va parler de ce sujet-là et leur raconter un petit peu. Et en fait, moi, je reviens d'une mission au Togo. Là, je suis rentrée hier et on a 2 programmes qui parlent justement de ce sujet-là. Il y a un programme qui s'appelle Championne, qui est sur l'émancipation des filles par le foot, et un programme sur la réforme des collèges. Et dans ces 2 programmes, il y a des séances de sensibilisation sur les menstruations, mais aussi sur les grossesses précoces, etc. Et je parlais du coup pas mal avec les filles qui ont suivi ces programmes-là, et c'était vraiment frappant de voir
à quel point elles en parlaient extrêmement librement, même plus que ce que moi je vois en France quand je parle à mes amis parfois. Elles me racontaient concrètement qu'est-ce que ça veut dire les règles, comment ça se passe, quels sont les mécanismes physiologiques, et les garçons aussi. Je parlais aux garçons aussi, et c'était la même chose, et c'était vraiment impressionnant de voir que juste avec des séances comme ça de discussion, de sensibilisation, des petites scénettes aussi de théâtre qu'ils jouaient, c'est très efficace pour débloquer les tabous. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, a annoncé une nouvelle mesure de lutte contre les précarités. Justement, la gratuité des protections périodiques, on en parlait, on en est où? Est-ce que vous savez? Vous parlez de la France? Oui. Alors, nous, vraiment, nos programmes, ils sont plus à l'international. Hein, mais en tout cas, je voudrais insister sur le fait que la précarité menstruelle, c'est problématique qui est vraiment partout. Donc oui, en France, on a encore beaucoup de mal à se procurer. En fait, le problème général partout, c'est que ce n'est pas vu comme une priorité. Et y compris en France, parfois on est obligé de choisir, parce que c'est très cher, donc on est obligé de choisir entre acheter à manger, acheter des protections périodiques, etc. Et les conséquences de ça, c'est que après, on en revient dans pas mal de pays, il va y avoir on utilise des vieux tissus, etc. Et c'est très dangereux, en fait, pour la santé. Et ça, en France, c'est un problème aussi avec la campagne de règles élémentaires en ce moment sur la composition des protections, puisqu'il n'y a pas juste le fait qu'elles soient gratuites, mais même des protections jetables gratuites. Du coup, ça incite aussi à acheter des protections jetables et on ne connaît pas forcément la composition, elles peuvent être toxiques, il y a les problèmes écologiques aussi. Donc il faut voir ça comme un problème global et pas juste l'attaquer par un angle de on va rendre ça gratuit et après c'est bon. Mais plus globalement, il faut un plan vraiment de gestion des menstruations partout. Et dans cette dernière étude là, qui a été publiée par Plan International, on sait qu'une fille sur 4 dans le monde n'a pas accès à des installations ou des produits corrects pour gérer ses menstruations. Donc c'est vraiment un problème partout dans le monde. C'est un problème de sexisme de manière générale, en fait, vis-à-vis des femmes, tout simplement. Se dire c'est une réalité, c'est naturel, et pour autant on n'en parle pas, et c'est dénigré quelque part. Oui, c'est un problème de tout ce qui concerne les femmes ou qu'on rattache aux femmes est vu comme moins important. En fait, et c'est partout pareil. Sur tous les sujets qui concernent le corps des femmes, quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est la même chose. Juste de connaître la biologie, les organes reproducteurs, etc. Savoir exactement ce que c'est que le clitoris, par exemple, ça c'est beaucoup plus récent que chez les hommes, où là, on en a parlé de tout temps. Donc en fait, oui, tout ce qui... Voilà, c'est clairement, ça a quelque chose... c'est lié au stéréotype de genre et de penser que tout ce qui est féminin est moins important. Effectivement, et de manière générale, d'ailleurs, parler effectivement de sexualité à l'école, ou en tout cas du rapport au corps, et du corps qui change et de l'évolution, on le fait de plus en plus. Maintenant, il y a une obligation et qui se fait dès les petites classes. Donc, il faudrait que, selon vous, dès finalement la maternelle, on commence à expliquer les différences entre filles et garçons. Oui, alors je dirais pas ça comme ça, différence entre filles et garçons, parce que c'est un petit peu simpliste, disons, par rapport aux questions de genre, de sexe, etc. Ouais. Alors déjà, sur la question de l'éducation à la sexualité qui est mise en place, il y a une loi, etc. Oui, tout à fait, il y a une loi depuis 2001, mais qui n'est absolument pas respectée. Donc déjà, en France, c'est pas parce qu'il y a une loi que... Voilà. Donc il y a une loi qui oblige toutes les écoles à faire des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, au moins 3 séances par an dans toute la scolarité. Cette loi, elle n'est absolument pas appliquée, tout le monde le sait. D'ailleurs, le planning familial attaque l'État pour ça. Donc déjà, il faut commencer par faire respecter ça. Et après, il y a le contenu de ces séances. C'est pas uniquement des séances de biologie, parce qu'en ce moment, on a un peu tendance à le confondre avec des cours de SVT. C'est pas juste ça. Tout dépend du niveau aussi. Quand on commence en maternelle ou quand on est au collège et au lycée, on ne va pas raconter les mêmes choses. Non, on ne va pas raconter les mêmes choses, mais on va quand même toucher les différents aspects. Donc la loi, elle dit que durant toute la scolarité, on doit parler des questions biologiques, mais aussi des questions psycho-émotionnelles, donc qui concernent le consentement, etc., et les questions juridiques. Les questions de désir, d'affection, etc., c'est pas uniquement la sexualité. Les séances, elles s'appellent éducation à la vie affective et sexuelle. Donc les petits-enfants, c'est très important de leur parler de consentement aussi, leur expliquer que leur corps leur appartient. On sait qu'il y a énormément de pédocriminalité partout. Et que, en fait, c'est pas normal qu'un adulte les touche à certains endroits sans leur consentement, de manière générale. Mais même de faire un bisou à un enfant, ça devrait pas être vu comme quelque chose... Les enfants ne nous appartiennent pas.
Et rien que ça, c'est quelque chose dont on doit parler dans ces séances-là dès le plus jeune âge. Après, en effet, quand on va grandir, au moment de l'adolescence, on peut leur parler de sujets plus vraiment qui ont trait à la sexualité. Mais en tout cas, ces cours-là doivent traiter de tous les sujets dès la petite enfance. Elle se pose la question forcément de la formation de ceux qui vont en parler. Oui. Parce que souvent, c'est soit effectivement les personnes qui s'occupent, les infirmières scolaires qui vont avoir un discours, ou alors certains profs. Puis sinon, ce sont des associations extérieures ou ONG comme la vôtre qui interviennent dans les lycées et dans les collèges. Comment vous faites justement pour pouvoir aller devant? Qu'est-ce qui, pour vous, serait essentiel que l'on fasse pour que cette formation soit pleine et justement efficace? Donc ça dépend, ça dépend des différents pays où on intervient, puisque les niveaux de formation, etc., ne sont pas forcément les mêmes. Nous, on ne fait pas d'intervention dans les collèges et les lycées en France. Mais oui, la formation doit être encouragée et mise en place par l'État. Et en fait, c'est une question de budget. Tout en revient toujours à une question de budget, parce que sans budget, déjà pour les associations extérieures comme le planning familial qui interviennent dans les écoles, elles sont subventionnées par l'État, sauf qu'elles n'ont pas assez de budget pour faire leurs interventions. Donc le planning familial doit refuser des interventions parce qu'ils n'ont pas le budget pour en faire suffisamment. Et au niveau des professeurs qui sont formés, c'est très difficile d'accéder à des cours d'éducation, des formations d'éducation à la sexualité. C'est généralement uniquement sur la base du volontariat. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une formation obligatoire, initiale et continue. Et qu'il y ait un véritable budget pour ça, pour que les professeurs soient formés tout au long de la scolarité et pas uniquement les professeurs de SVT et les infirmières scolaires, parce qu'ils vont parler plutôt des questions biologiques, mais généralement, ça s'arrête là. Et à l'étranger, quel est le pays, le meilleur modèle, l'exemple à suivre, par exemple, d'après votre expérience sur le terrain? Alors, je ne sais pas s'il y a un pays où je peux dire bravo, vous faites tout parfaitement. Et nous, généralement, on intervient dans des pays où justement il y a le plus de difficultés. Donc, je ne pourrais pas vous dire on intervient des actions sur le terrain dans un pays où c'est parfait, mais je pense que dans certains pays comme les pays scandinaves, par exemple, en Europe, généralement, de manière générale, les questions de genre elles sont beaucoup plus avancées là-dessus et c'est un sujet dont on parle beaucoup plus. Donc, je peux imaginer que par là, voilà. Mais je ne pense pas que ce soit parfait non plus nulle part, en fait. On rappelle la date de la journée, effectivement, spéciale dont on parlait, la journée de l'hygiène menstruelle, c'est le 24 28 mai. 28, pardon. 28 mai. Bon, alors c'était derrière nous, mais enfin bon. Oui, mais donc on compte sur vous l'année prochaine pour en parler et pas uniquement en parler, comme on disait tout à l'heure, de cette journée-là, puisque c'est une journée pour sensibiliser, mais en fait, c'est tout au long de l'année. Il faut en parler avec ses enfants, avec ses élèves, avec ses copains, copines. Merci beaucoup, Diane Richard, d'avoir été avec nous sur ce grand JT. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Plan International France et que donc la journée de l'hygiène menstruelle est le 28 mai. 28 mai prochain, mais il faut en parler constamment, à la fois en famille et surtout à l'école avec vos copains et vos copines. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons donner la parole aux enfants et cette semaine, on leur a demandé quelle était leur manière de suivre les actualités. Regardez. Je regarde les actualités, j'utilise Le Monde, Le Parisien, le HuffPost et Brut. Donc je regarde les infos le soir via Instagram juste avant de me coucher. J'essaye de suivre un petit peu l'actualité. Et Hugo Décrypte aussi. Je regarde Hugo Décrypte. Je regarde un petit peu l'actu sur les réseaux un petit peu tous les jours. Le Monde c'est via mon smartphone et le HuffPost, Brut c'est via Internet, comme Le Parisien. Certifié comme Brut ou des choses comme ça. De temps en temps à la télé, mais c'est plus rare. Au moins une fois par jour. Un soir sur deux, enfin quelques fois par semaine. Environ 1 heure par semaine, au total 1 heure, 2 heures. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans l'actualité en général? Tous les conflits, l'actualité au niveau écologique, économique, un peu de tout. Plus ce qu'il y a dans le monde, les meilleures actualités, les plus grandes actualités dans le monde. Donc plutôt les actus sur l'international? Oui, voilà ça. Mes parents regardaient souvent ces médias, donc j'ai regardé aussi l'actualité. Ça m'intéresse parce que c'est court, clair, et en peu de temps, on arrive à comprendre l'essentiel et pouvoir suivre. Merci à vous, merci de participer et surtout regardez School TV, comme vient de me le dire en side Brendan Warrett qui est ici présent. Je vous propose de retrouver maintenant Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Rosa Burstein.
Si tu le veux bien, on va s'intéresser à la dernière partie de l'émission, celle où on parle spécifiquement de l'école. Dont l'école, tu l'as quittée il y a un petit moment. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Moi, j'ai un bon souvenir quand même. J'ai jamais détesté l'école. Je sais qu'il y a des gens qui ont des souvenirs un peu traumatiques de l'école. Moi, les souvenirs que j'ai quand j'étais grosse et que les autres enfants n'étaient pas très gentils parfois, c'était les enfants, mais ça n'a jamais été les instituteurs. J'ai jamais été martyrisée par une institutrice. J'ai toujours, globalement, je pense, eu la chance de bien aimer mes profs. Parfois, c'est moi qui en ai martyrisé certains. Tu vois, une prof de techno en 6e... Tu lui as fait quoi ? J'étais super insolente parce que je pensais que la techno, ça sert à rien. Donc, je foutais le bordel en classe, je discutais avec les autres copines. Et puis, à un moment, j'avais dit un truc, les filles avaient eu un fou rire. Et elle était venue, elle avait dit « Alors, on rigole ?» Et je lui avais répondu « Mais paf, dans les yeux, vaut mieux rire que pleurer. » Et là, fou rire général de la classe. Et elle avait voulu enlever les félicitations. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon toi, dans l'école ? Mieux payer les profs, je pense, qui gagnent plus d'argent. Ce serait sympa. L'école de demain, tu la vois comment ? L'école de demain, peut-être avec quelque chose de plus positif au centre, quand même. Toujours de bien encourager. Je pense quand même que tu vois, quand tu dis que toi, tu te mettais la pression, que je me mettais la pression, je pense qu'on est beaucoup quand même à parfois, mine de rien, avoir à valoriser l'enfant. Ouais, valoriser. Tu as commencé la musique très jeune, toi. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus d'art ? Tu es une vraie artiste accomplie, mais tu as eu beaucoup de chance dans l'enseignement que tu as reçu, que ça soit plus généralisé ? Complètement. Ça, c'est évident. Je pense que ça serait vraiment super si tout le monde pouvait avoir accès à des cours de théâtre. Moi, j'ai eu la chance de grandir à Paris. Après, c'était pas donné pour mes parents de payer j'allais au cours Simon pour enfants, mais ils l'ont fait. Et c'est vrai que, oui, c'est privilégié. Ça serait super que vraiment partout, les enfants aient plus accès au théâtre, à la musique. Mais surtout le théâtre. La musique, c'est super, mais je pense que vraiment, c'est hyper important pour des enfants et des adolescents d'être sur scène, de devoir articuler, sortir un texte, qui n'est pas juste la poésie. Ouais. Puis peut-être sortir de sa timidité, se donner confiance. Complètement. En tout cas, c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, merci Rosa. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. On va attaquer tout de suite. C'est quoi ce syndrome de la fourmi que vous avez découvert il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs? Non, c'était en pleine rédaction du livre. Je raconte mon projet à un ami et il me dit « Ah bah en fait tu fais comme les fourmis ». Je lui dis « Mais c'est quoi ça, les fourmis ?» Et en fait, il me montre des vidéos sur YouTube. C'est vous dire mon niveau de connexion avec la nature. Pour voir une fourmi, je passe par YouTube. Et en fait, il me montre que quand on dessine un cercle autour d'une fourmi, la fourmi n'arrive pas à sortir du cercle parce qu'elle pense que le trait de crayon est un mur. Et je lui dis, mais c'est exactement ça que je veux dire. C'est que nous, on est dans des modèles, donc politiques, économiques, les modèles même au sein des entreprises. Et en fait, on n'arrive pas à dépasser ces modèles. On les prend pour des murailles infranchissables. Voilà, et vous dites, c'est pas aussi compliqué. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, après, je suis rentrée dans cette image du mur mental, de la barrière mentale. Et je me suis rendu compte que, par exemple, détruire le mur de Berlin, ça a pris 5 heures physiquement. C'est facile de casser un mur en fait. Ce qui est difficile, c'est de se projeter sur le monde d'après qu'on va découvrir. C'est intéressant parce que vous êtes allé regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans nos claviers et dans nos stylos. J'avais envie de dire qu'on allait jouer peut-être à un Shifumi 4.0, tiens, papier, clavier, stylo. 78% des Français, selon votre enquête, avouent écrire moins à la main qu'il y a 10 ans. C'est une enquête dans laquelle on va découvrir notre nouveau rapport finalement à cette écriture manuscrite. Évidemment, elle a été modifiée avec le tout numérique. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à vous dire que c'était le sujet dont il fallait s'emparer aujourd'hui? Et puis, en tant aussi qu'analyste, qu'est-ce qui vous a étonné dans les réponses de ces Français et Françaises? Alors déjà, pourquoi ce sujet? Pour partir du début, notre rôle est vraiment d'identifier des sujets sociétaux. On repère dans l'actualité des tendances.
Là, en l'occurrence, bon, ça fait un moment qu'on est entré dans l'ère numérique et se poser la question du tout numérique à l'école. Donc voilà, de fil en aiguille, on commence à réfléchir, à faire le lien et on s'est posé la question du rapport des Français et Françaises avec l'écriture manuscrite, où ils en sont. Et ça a donné cette enquête. Donc comme vous l'avez dit, près de 8 Français sur 10 estiment avoir délaissé l'écriture manuscrite depuis 10 ans. Ça révèle assez bien la tendance numérique dans laquelle on est. Et encore une fois, la donnée qui vous a le plus étonné, parce que on peut partir, j'imagine aussi, quand on édite ces études sociétales et sociologiques, sur un cliché, ou se dire que tiens, le panel qu'on va interroger va plutôt se comporter comme ça ou comme ça. Là, en l'occurrence, les chiffres qui sont dévoilés dans cette étude sur l'écriture manuscrite et notre rapport justement à ces outils clavier ou écran pour détourner ces nouveaux types d'écriture, elles sont assez étonnantes. 78% des Français écrivent moins qu'il y a 10 ans, en tout cas à la main. 26% préfèrent le crayon et le stylo à l'écriture numérique. C'est à la fois une bonne nouvelle, parce que des gens continuent à préférer le stylo, mais enfin, ça veut dire en creux que le reste de la population préfère plutôt le clavier. Ils vous ont étonné à quel moment ? Alors, ils nous ont étonnés, surtout en comparaison avec une précédente étude de l'IFOP, notamment en 2016. C'est dans le rapport d'études de ce fait-là. Les jeunes étaient 45% à écrire avec un clavier, contre 59% aujourd'hui, donc ça a augmenté. Mais pourtant, c'est pas ce qu'ils disent préférer. En 2003, 16% seulement disent préférer écrire avec un clavier, contre 33% en 2016. Donc en fait, la tendance est inversée. Je pense qu'on le doit notamment au numérique à l'école, les cours qui sont dématérialisés, avec tous les outils numériques mis à disposition. Jemima nous témoignait effectivement du quotidien difficile des professeurs. Est-ce que vous avez écho des conditions compliquées des professeurs et quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'il y en a qui se mettent en grève? Comment ils peuvent faire entendre leur voix? Depuis un moment, il y a eu beaucoup des inquiétudes chez les enseignants, même avant la mise en place du nouvel système de compétences qu'on appelle Competency Based Curriculum, CBC. Il y a eu beaucoup de problèmes, même celui qui était le président de l'Union des enseignants, il a été obligé de démissionner parce que les enseignants n'ont pas vraiment voulu accepter le système avant que tout soit fait pour mettre sur place l'infrastructure et les moyens pour pouvoir démarrer le projet. Mais le gouvernement, vu la priorité de l'éducation, parce que c'était une promesse depuis un moment, depuis 2013, donc le gouvernement a fait que le système doit démarrer malgré les difficultés, parce qu'il n'y a pas déséquilibre. Il n'y a pas l'équilibre parmi les écoles publiques et les écoles privées. Ce sont les écoles qui peuvent facilement mettre sur place les moyens parce que c'est là, il s'agit de business. Mais dans les écoles publiques, il y a vraiment beaucoup de différences parce que même parmi les écoles publiques, on trouve les écoles qui sont vraiment bien fournies avec les moyens, surtout dans les villes, des grandes villes comme à Nairobi. Mais quand vous voyagez, comme vous avez vu dans le nord du Kenya et parmi le nord-est, le nord-ouest, il y a beaucoup de problèmes dans cet endroit-là. Il y a quand même un point que vous soulignez vous-même à l'école ou dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui encore, peut-être que c'est en train de changer, j'en sais rien, mais pas beaucoup, on programme les jeunes à prolonger ce monde prédateur. Donc ce serait une bonne façon de commencer le changement, non ? Tout à fait. Chaque année, on regarde les sujets du bac éco. Et chaque année, c'est des sujets extrêmement néolibéraux sur l'idéologie. Et chaque année, ça ne change pas. Moi, je ne sais pas comment on fait changer les programmes scolaires. Après, je pense qu'il ne faut pas mettre trop la pression sur les enfants. Il y a beaucoup de gens à qui vous parlez d'écologie qui vous répondent
non mais heureusement les générations futures vont nous sauver et ce qu'il faut c'est éduquer nos enfants. Non, c'est pas vrai parce que déjà les enfants ils sont très très clairvoyants sur les questions écologiques. Ils ont pas les filtres qu'ont les adultes et donc ils entendent très bien quand ils voient les infos et ils ont beaucoup d'éco-anxiété d'ailleurs, c'est un gros problème. Et ensuite non, c'est les dirigeants aujourd'hui en place qui doivent changer notre façon de faire les choses et c'est pas les enfants de 5 ans aujourd'hui qui seront de bons écolos dans 20 ans. Ça peut être ce sera trop tard. Ouais. Jemima, quelle est l'importance de l'apprentissage des langues étrangères, justement, au Kenya? On a compris, effectivement, il y a le swahili et puis, bien sûr, l'anglais que vous parlez, c'est votre première langue. Ensuite, il y a quelle langue? C'est quoi? C'est le français? C'est l'espagnol? C'est quoi? Le chinois? Non, c'est l'anglais. Nous avons le swahili comme langue nationale. Et puis, nous avons l'anglais et le swahili. Tous les deux sont les langues officielles. Et puis, nous avons des langues étrangères comme le français et l'allemand. Et pour répondre à votre question, le français est très important au Kenya parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Par exemple, en tant que professeur de français, en tant que traducteur. Donc, l'apprentissage de français est très important. Et aussi, le gouvernement a mis quelques pistes de motivation pour les élèves qui apprennent le français. Par exemple, nous avons le système d'assistant de langue en France. Donc, cette motivation est surtout pour les élèves qui vont à l'université. Donc, dès la 3e année à l'université, les élèves peuvent aller en France pour enseigner l'anglais. Donc, ça les motive beaucoup d'apprendre le français. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur la box Orange. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, Brandon. Merci, Virginie. Merci aussi à la réalisation. Ce soir, c'est Raphaël Morel. Au son, c'est Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très bonne soirée à tous. Ciao.